L'histoire commence alors qu'on voit le grand héros combattre le roi démon. Le roi démon tente de l'écraser sous un cratère énorme, mais le héros ramasse une pierre sur le sol. Il la lance de toutes ses forces et malgré la différence de taille, sa pierre repousse le cratère et le détruit même. Il dit au roi démon que c'est fini, alors ils se jettent l'un sur l'autre en lâchant leurs attaques ultimes qui détruisent de tout autour. Tous deux sont poussés à bout, mais ils se battent encore et finissent par s'entretuer, match nul, et le héros est juste soulagé que tout soit terminé. Plus tard, on voit un garçon étrange nommé Blade entrer à l'académie des héros. Il rêve d'une vie normale, veut se faire des amis, alors il salue tout le monde. Il s'approche d'un groupe d'étudiants pour se présenter, mais il le trouve un peu bizarre. Il rencontre Casim et Clé et les filles Claire et Jessica. Il explique qu'il est juste là pour se faire des amis, alors Claire se demande s'il veut être leur ami. Blade accepte tout de suite, tout excité d'avoir déjà 4 copains. À ce moment-là, l'élève numéro 1, Ernest Flaming, arrive intrigué par le bruit. Elle demande à Blade qui il est car elle ne l'a jamais vu. Claire explique qu'il est le nouvel transféré, mais Ernest trouve ça étrange car l'académie n'admet normalement que des aspirants héros, pas des inscriptions tardives. Blade dit qu'il n'a aucune intention de devenir héros, qu'il est là juste pour se faire des amis, ce qui fait douter Ernest de sa détermination, mais Blade s'en fiche et lui demande de le conduire au bureau du directeur. Ils entrent dans le bureau où Ernest est surprise de voir le roi à la place du directeur. Elle s'incline devant lui tandis que Blade avance comme si de rien n'était. Elle demande au roi de pardonner l'impolitesse de Blade et le roi la reconnaît, sachant qu'elle est la meilleure élève. Il les informe qu'il tiendra le rôle de nouveau directeur, ce qui fait craquer Ernest, mais il lui demande de sortir parce qu'il veut parler seul à Blade. Ernest bouillonne, se demandant comment Blade est si familier avec le roi, mais on découvre que Blade est le grand héros et que le roi veut l'aider à retrouver ses pouvoirs. Blade veut simplement être un gars ordinaire, il dit que le roi démon est parti, donc il n'est plus nécessaire, mais le roi insiste pour l'aider à restaurer ses pouvoirs, l'appelant le grand héros. Sur le terrain d'entraînement, Ernest est surprise de voir Blade et dit qu'ils font un cours avancé, mais Blade répond qu'il a déjà passé les examens du niveau inférieur et qu'on lui a dit de les rejoindre. Elle l'accuse d'avoir utilisé des méthodes louches pour intégrer le cours avancé, disant qu'il ne devrait même pas être à l'académie avec sa détermination tiède, mais Blade lui assure qu'il est extrêmement sérieux quand il s'agit de se faire des amis à l'école. Blade fait le tour en se présentant à tout le monde tandis qu'Ernest lui crie d'écouter. Il répond qu'il écoute tout en lui tapotant la tête, elle dégaine son épée en lui ordonnant d'arrêter et finit par abîmer le mur. Une fille leur dit que l'instructrice veut qu'ils se rassemblent. Blade dit son nom, la fille se présente comme Sophie et Blade est ravi. Ernest appelle l'instructrice pour dire qu'elle veut tester Blade. L'instructrice annonce qu'elles ont autre chose de prévu pour la journée, mais elle l'intimide tellement qu'il accepte. Ils installent un mannequin avec une armure enchantée et Ernest prétend que tous les avancés le traversent sans souci. Elle veut que Blade fasse ses preuves devant tout le monde, affirmant que le niveau avancé est 3 crans au-dessus. Blade ajuste ses techniques, enveloppe son épée de vent et lâche son coup dévoreur de dragon qui pulvérise le mannequin et endommage même le mur. Son épée se désintègre et Ernest se demande qui il est. En voyant tout le monde mal en point, elle réalise qu'il vient de tous les envoyer valser. Pourtant, il continue à clamer qu'il est quelqu'un d'ordinaire. Pendant la pause, Blade s'assoit avec Ernest et invite ses amis à les rejoindre. Il refuse, alors il s'étonne. Ernest révèle que la table est réservée pour elle, expliquant que tout le monde a peur d'elle. Tandis que Blade engloutit son repas, Ernest retire sa remarque à son sujet, mais il ne se souvient même plus de ce qu'elle avait dit. Alors il lui dit de laisser tomber, il la remercie de l'avoir aidée et, comme ils mangent ensemble, la considère comme son amie. Cela la fait rougir, elle répond qu'elle ne voit pas d'inconvénient à être son amie. Ce soir-là, Ernest pense à Blade, heureuse d'avoir fait son premier ami, quand soudain son épée se met à trembler. Dans un flashback, on voit la jeune Ernest s'approcher de l'épée démoniaque. Une voix l'ordonne de se rendre, elle touche la lame et ses cheveux deviennent rouges. Depuis, des voix dans sa tête lui demandent de tout détruire. Elle défie un garçon, Léonard, qui fonce à la lance. Elle renvoie l'attaque d'un geste et le projette. Sophie prend le relais et tient tête à Ernest, mais dès qu'elle lance son feu, Ernest saute en arrière et admet sa défaite. Ernest s'apprête à affronter Blade quand une étrange énergie la fait s'effondrer.
Blade la porte à l'infirmerie où le docteur annonce une malédiction. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Ernest reprend connaissance sans souvenir et se demande si elle n'a pas fait quelque horreur. Blade la rassure. Elle s'est juste évanouie. Le médecin lui conseille du repos, mais elle se relève aussitôt, voulant partir tout de suite. Le docteur s'oppose, mais Blade se porte volontaire pour veiller sur elle et la porte. Bientôt, elle marche seule en voyant les autres élèves et lui demande de ne rien révéler sur son état. Blade fouille la base de données de l'académie et découvre l'épée démoniaque Asmodée. Il révèle à Ernest qu'il connaît le secret de sa lame. Asmodée donne un pouvoir immense mais possède sa propre volonté. Ernest avoue l'avoir vue chez sa famille et l'avoir touchée à 6 ans, laissant la volonté du démon s'insinuer en elle. Elle résiste au désir de tout anéantir. Blade propose qu'Asmodée la reconnaisse comme propriétaire, mais elle craint que le démon ne prenne vie si elle échoue. Blade la rassure en jurant qu'il la tranchera si ça arrive. Ce soir-là, elle supplie Asmodée de sceller un pacte, le provoque pour tester sa force. Une colonne de feu la ceint et Asmodée apparaît. Alors qu'ils se préparent à combattre, un démon sort de la colonne pour tout ravager, mais Blade l'abat sans peine. Ernest se sent soutenu, dégaine son épée et fonce sur Asmodée qui brise son sceau en libérant un rayon d'énergie. Leur pouvoir se percute, la colonne de feu disparaît d'un coup et Ernest en ressort vainqueur. Blade rattrape sa chute, tous deux soulagés qu'elle soit saine et sauve. Le lendemain, Blade affronte 2 élèves en duel et les terrasse sans même lever le petit doigt. Ernest lui ordonne au moins de dégainer, histoire de respecter l'adversaire. Elle demande à Blade de veiller sur Sophie, expliquant que Sophie est toujours seule, mais obéit à la moindre consigne. Sophie n'agit jamais spontanément, mais depuis qu'elle s'est présentée à Blade, Ernest pense qu'il saura la maîtriser. Blade s'approche pour l'aider à s'entraîner, elle répond qu'on ne lui a appris que les poings. Blade veut lui enseigner l'épée, elle l'essaie mais n'arrive même pas à entailler le mannequin. Il lui apprend à faire de l'épée l'extension de son corps et le montre. Il tranche le mannequin sans effort. Elle comprend vite, se demande si elle pourra battre Ernest, mais Blade la prévient, atteindre son niveau ne sera pas facile. Elle jette l'épée, le met KO à main nue et affirme que son corps est plus fort. Elle veut que Blade lui apprenne autre chose. Le lendemain, le roi l'interroge sur sa vie et l'école. Blade répond qu'il s'est fait des amis, citant Sylphie parmi eux. Le roi raconte que Sylphie est puissante mais incomplète, créée dans le but de le surpasser. Il évoque le projet du grand héros artificiel. On a pris un humain doué et tenté de forcer en laboratoire l'émergence des pouvoirs du grand héros. Il ajoute qu'on a cloné la personne plusieurs fois pour mener d'innombrables expériences. Le roi révèle que le vrai nom de Sophie est Sophie Tia Femto, 12e clone d'une certaine Sophie Tia. On l'a traité comme un objet durant ses expériences, ce qui révolte Blade, mais le roi assure qu'il a déjà démantelé l'organisation. Blade comprend qu'on a volé à Sophie une vie normale, se reproche ce qui lui est arrivé et veut l'aider à retrouver une vie normale. Mais lui ne sait même pas ce que c'est d'être normal. Alors il va voir le docteur, lui demande ce qu'est une vie normale et elle lui répond que ça a quelque chose à voir avec la jeunesse. Ensuite, il interroge Léonard sur la signification de la jeunesse et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est l'amour. Il va voir Jessica et Claire, leur demande ce que font les gens quand ils sont amoureux. Claire lui dit que les amoureux sortent ensemble. Blade rend visite à Ernest pour savoir ce qu'est un rendez-vous. Elle explique ce que font les amoureux pendant un rendez-vous, mais elle juge que c'est trop tôt pour eux pour sortir. Il s'enfuit en vitesse, disant qu'il part à un rendez-vous, pendant qu'Ernest se demande avec qui il va sortir. Blade fait irruption dans la loge des filles, demande à Sophie, nue, de sortir avec lui, et elle accepte. Plus tard, on voit les amis de Blade l'espionner pendant sa rencontre avec Sophie, qui ne connaît rien au rendez-vous. Blade lui dit de tout laisser faire et lui fixe l'heure précise de chaque moment de leur sortie. Sophie lui fait remarquer qu'ils ont déjà du retard et il panique en se demandant quoi faire. Sophie lui dit simplement de se mettre en route et ils s'amusent de tous les deux pendant que les amis de Blade continuent d'espionner. Ils arrivent dans une salle d'arcade, jouent à un jeu de boxe et finissent par casser les machines. Les amis de Blade proposent de payer les dégâts. Ils partagent une boisson tropicale, jouent collés en sirotant.
Ernest ne supporte pas de les voir et les traite d'animaux sales. Ses amis lui donnent un parfait qu'elle trouve délicieux, mais en le dévorant, elle réalise que le duo a disparu. Blade vérifie leur planning et voit qu'ils sont en retard. Sophie le rassure en disant qu'ils peuvent prendre un raccourci. Ils escaladent un mur, sautent dans les airs et bondissent à travers la ville pour atteindre leur destination. Ils arrivent à une fontaine légendaire. Sophie avoue s'être bien amusée avec lui. Elle demande à Blade pourquoi il fait tout ça. Il répond que c'est parce qu'ils sont amis. Sophie estime que les amis ne doivent pas se cacher des choses et elle lui révèle qu'elle n'est pas une humaine ordinaire mais un sujet de test incomplet créé pour être un héros artificiel. Elle avoue posséder de grands pouvoirs de héros artificiel et le montre en déformant la rambarde, disant qu'elle peut altérer les lois de la physique, même si elle n'en maîtrise pas encore parfaitement le contrôle. Elle peut aussi augmenter son poids, mais elle exagère souvent, et elle peut même arrêter le temps pendant 10 secondes. Sophie avoue être le dernier modèle du projet de héros artificiel. On la considère comme un succès, mais elle a encore des limites. Blade veut être juste avec elle. Il lui avoue qu'il était autrefois le grand héros, ce qui la surprend. Il s'excuse pour ce qui lui est arrivé et lui dit qu'elle a le droit d'en vouloir, car lui voit le pouvoir du grand héros comme une malédiction. Blade explique qu'il n'a jamais voulu être le grand héros, mais qu'on ne lui a pas laissé le choix. On lui a dit qu'avec ses pouvoirs, il pourrait sauver tout le monde, pouvoir apparu à 3 ans. Depuis, il a combattu sans compter, risquant sa vie pour tous, mais malgré ça, il n'a pas pu sauver tout le monde et les gens se sont mis en colère parce que pour eux, c'est son devoir de les protéger. Blade se met à pleurer. Sophie le serre dans ses bras et lui dit d'être fier. Il a sauvé des vies. Elle, en plus, est fière d'avoir été créée comme héros artificiel et veut être comme lui. Blade décide de ne plus se laisser ronger par son passé de grand héros et ils promettent de garder son identité secrète. Le lendemain, les amis dînent ensemble et Ernest parle d'une bête magique que le roi a amenée à l'école quand soudain le sol se met à trembler. Un dragon surgit à l'académie, semant la panique chez les soldats. Blade arrive, marche tranquillement vers le dragon en tenant une assiette. Le dragon rugit, il bondit et lui assène un coup de poing. Le dragon est mis au sol et il lui donne à manger. Tout le monde est stupéfait de le voir l'avoir vaincu à main nue, mais Blade affirme être juste un type normal. Ce dragon est si faible que n'importe qui pourrait l'abattre d'un seul coup. Le dragon se transforme en une fille qui enlace Blade en l'appelant « Papa ». Blade dit qu'il va chercher ses parents et commence à chercher le dragon, mais Sophie lui dit qu'elle l'a vu se transformer. La vraie forme de la fille, c'est le dragon, ce qui le surprend. La petite veut jouer et continue de l'appeler Papa. Blade se demande quoi faire. Le soir, il aide la fillette à prendre son bain et on apprend qu'il l'a appelée Q. Ernest entre dans la salle de bain et elle est surprise de le voir se baigner. Blade lui demande si elle a appris quelque chose et elle répond que les bêtes magiques, dragons compris, recherchent la force. Sa chair peut périr si elle est vaincue, mais son âme demeure et prendra la forme de l'être plus fort qui l'a battu. Blade se demande si un dragon peut prendre une forme humaine si un humain le terrasse et demande si Q a été vaincu par un humain dans sa vie passée. Ernest lui demande s'il a nommé la fille Q. La fille se révèle et dit qu'elle aime son nom. Ernest s'énerve, traite Blade de pervers et elle lui écrase le visage du pied avant de quitter la pièce. Le lendemain, Ernest fixe Blade pendant qu'il donne à manger à Q. Q dit qu'elle peut manger seule mais qu'elle veut être nourrie par Blade parce que c'est meilleur. Claire veut la nourrir mais Q refuse. Elle ne sera pas amie avec des faibles. Elle veut que Blade ne prête attention qu'à elle, exigeant des bisous du matin et qu'on lui serve ses repas. Elle lui reproche de passer trop de temps à regarder les corps des femmes, jugeant ça inacceptable, ce qui surprend ses amis. Il lui demande s'il les regardait, mais il prétend ne rien comprendre. Tous le jugent coupable et commencent à le considérer comme un nul, l'excluant des séances d'entraînement. Blade voit Q rôder près du terrain d'entraînement, l'appelle et elle le rejoint. À ce moment, ses amis s'approchent pour lui demander de les entraîner. Ils viennent d'intégrer le cours avancé. Jessica veut se spécialiser en espionnage, la spécialité de Sophie, alors Blade lui dit d'aller s'entraîner avec Sophie. Ils vont commencer, mais Q disparaît soudainement et Blade se demande où elle est allée. On voit Q déambuler dans l'académie. Elle tombe sur un groupe d'élèves qui s'entraînent. Il lui propose de rejoindre, mais elle répond qu'il ne lui arrive pas à la cheville et s'enfuit en courant. Q bouscule Blade et lui dit qu'elle meurt de faim. Alors il lui offre à manger.
Pendant qu'elle dort, Blade confie à Ernest que les dragons sont tourmentés par leurs parents après la naissance et qu'ils reconnaissent le premier être plus fort rencontré comme leurs parents. Blade pense que Q a été seule depuis sa naissance et qu'elle serait vraiment seule s'il cessait d'agir comme son parent. Ernest comprend qu'il est sérieux sur le fait de s'en occuper et appelle Sophie qui écoutait la conversation. Ernest révèle qu'elle l'a croisée alors qu'elle allait vers sa chambre, inquiète. Blade rassure Sophie que tout va bien et il remonte, mais Blade se rend compte que Q n'est plus là. Il la trouve assise sur le toit. Elle explique que les lunes la calment, la grande comme parent, la petite comme enfant. Elle les regardait quand elle errait seule dans le désert. Blade demande à Q si elle veut se faire des amis. Elle répond que les dragons sont mieux que les humains, qu'elle n'en veut pas et que Blade lui suffit. Le lendemain, Blade demande au roi de veiller sur Q, mais elle n'aime pas rester près du roi et s'enfuit hors de la pièce. Blade la cherche et la voit dans une chambre, jouant à la poupée et faisant comme si c'était les élèves de l'académie. Elle énumère leurs noms comme s'ils étaient tous ses amis et ça le rend triste. Blade se cogne la tête contre le mur. Ernest l'arrête et le supplie d'expliquer. Il dit que Q a besoin d'amis, mais il pense que c'est impossible. Elle méprise les humains, il faut d'abord la vaincre. Ernest lui dit qu'il ne peut pas régler ça tout seul et propose de demander de l'aide. Ils vont à l'ère d'entraînement où Blade sollicite tout le monde. Vaincre Q, tâche que les élèves trouvent pourtant très ardue. Il les supplie et Ernest révèle qu'elle combattra avec eux. À ce moment, leurs camarades arrivent, inquiets eux aussi pour Q, et demandent aux étudiants de se joindre au combat. Les élèves acceptent en des Q descend du ciel pendant qu'ils se préparent à l'affronter. Le roi observe d'en haut. Voilà le genre d'entraînement qu'il voulait voir. Son serviteur se demande si un dragon reconnaîtra sa défaite face à un groupe massif d'humains. Le roi lui répond que les dragons voient les humains comme une masse, donc c'est un combat juste. On apprend que lorsque les humains ont capturé Q, elle était prise au piège et n'a pas pu se défendre. Blade lui dit que maintenant c'est différent et qu'elle va voir combien les humains sont coriaces. Q crache du feu, Ernest dégaine son épée et ordonne à tous de se préparer au combat. Q attaque avec sa queue, faisant fuir tous les élèves, mais Ernest lui porte une frappe et ordonne aux autres de se souvenir de leur entraînement. Les élèves se mettent en formation et frappent son poing aveugle. Le roi s'amuse, mais note que ça ne suffira pas à percer les écailles d'un dragon. Q souffle et repousse plusieurs élèves. La situation devient critique, mais Sophie lui assène un coup. Ernest attaque avec son épée démoniaque. Le roi trouve que ce n'est pas assez, mais Blade sourit. C'était juste une diversion. Q bascule dans un trou. Le roi proteste que c'est injuste d'utiliser des pièges, mais Blade rétorque que c'est fair-play puisque le piège a été fait pendant le combat. On voit Léonard creuser pendant que les autres distrayaient de Q. Les élèves foncent sur Q. Ernest se prépare à frapper encore, mais Asmodeus titube sous l'effort répété. Elle le traite de lâche, puis attaque Q à nouveau. Q prend son envol, mais Ernest la repousse aussitôt. Sophie manipule la gravité et porte un coup décisif. Blade ordonne à Ernest de finir le travail. Asmodeus en a assez, alors elle concentre tout son pouvoir pendant que les autres élèves se tiennent par la main pour lui transmettre leur énergie. Ernest crée une flamme énorme et assène le coup final. Q redevient humaine et fond en larmes, se croyant faible. Blade la rassure. Ce n'est pas de la faiblesse, les humains sont forts, alors elle devrait être leur amie. Elle leur demande à tous d'être amis et ils acceptent joyeusement. Quelques jours plus tard, on les voit déjeuner ensemble et les filles se relaient pour cajoler Q, la trouvant craquante. Blade remarque qu'Ernest a changé et ses amis paniquent. Ils font semblant que tout va bien, mais Blade remarque qu'Ernest a l'air d'avoir grossi. Elle est anéantie en l'entendant, s'enfuit en criant que c'est fini, et Blade reste désemparé, se demandant ce qu'il a fait. 3 jours plus tard, Blade déprime car Ernest s'est enfermé dans sa chambre. Il craint qu'ils ne soient pas plus amis et veut s'excuser, mais ses amis lui disent qu'il ne sait même pas pourquoi elle est fâchée, il risquerait juste d'empirer les choses. Il décide de l'accompagner et frappe à sa porte sans réponse. Jessica croche la serrure et ils entrent. Ils trouvent Ernest par terre, pensent qu'elle pleure quand Q fonce soudain vers elle. Ils rallument la lumière et on découvre qu'Ernest se goinfre de friandises. Elle explique qu'après la baston contre Q, elle a tout le temps faim et qu'elle est devenue accro au dessert.
Blade lui demande s'ils sont toujours amis. Ernest répond que oui, mais qu'elle ne voulait pas qu'il la voie comme ça. Soulagé, Blade s'apprête à partir, mais les filles le retiennent. Il faut aider Ernest. Il ne sait pas comment la consoler, alors Jessica dit à Léonard de lui montrer. Léonard jure qu'il restera dévoué même si elle grossit, mais Ernest lui colle une droite. Blade tente sa chance. Il lui dit que ses amis sont là pour elle, qu'elle peut compter sur eux. Ernest accepte d'essayer. On les voit courir, mais elle n'arrive pas à suivre. Elke l'aide pour d'autres exercices et on lui sert une assiette minuscule pour le déjeuner. Jessica lui dit de couper les calories, mais Ernest n'a qu'une envie, manger. Elle finit au sauna à transpirer, mais sa balance n'a pas bougé. Le lendemain, Ernest passe aux choses sérieuses. Elle puise dans la puissance de son épée, offre sa chair en sacrifice, s'enflamme totalement. Ses amis arrivent intrigués et Blade leur dit de croire en elle. Elle prend une nouvelle forme, Asmodeus lui parle, elle a obtenu un corps immortel, insensible aux attaques physiques, et il se demande contre qui ils se battent, mais Ernest avoue qu'elle l'a fait juste pour brûler sa graisse. Asmodeus, bouche bée, note que cette forme consomme 1 million de calories à l'heure. Ernest est ravi de ne plus avoir à s'entraîner jusqu'à atteindre sa limite et ressentir de nouveau la faim. Elle perd le contrôle et fonce sur ses amis pour les bouffer, mais Blade lâche une bourrasque énorme qui la maîtrise, la ramenant à la normale. Et peu après, on la retrouve à nouveau grosse, en train de se goinfrer de sucreries. Tout le monde est déçu, mais elle prétend qu'elle peut redevenir démon, donc pas de souci. À l'infirmerie, le médecin dit à Blade qu'il progresse bien. Il est actuellement à 30% de forme. Blade lui demande s'il peut maintenant utiliser ses pouvoirs, mais le médecin explique qu'il mourra s'il utilise ne serait-ce que 30% de sa pleine puissance. En se promenant dans l'académie, Blade tombe sur Claire qui lui présente son amie Maria, et Blade se souvient d'elle comme d'une élève maladroite qui ne sait même pas lancer une boule de feu dans la bonne direction. Maria rejoint le groupe de Blade à la table et elle leur demande de la tuer si elle perd le contrôle. Elle explique qu'une bête magique puissante vit en elle tandis qu'elle fait tomber sa tasse en la brisant, en ajoutant que c'est ce qui arrive quand sa force déborde. Maria dit qu'elle savait contrôler sa force avant, mais qu'elle a des problèmes ces derniers temps. Elle craint que la bête détruise tout, comprend qu'il faut agir, et ils acceptent tous de l'aider. Ils la conduisent à l'aire d'entraînement qu'ils entourent d'une barrière magique, et Blade dit à Maria de lâcher toute sa puissance. Maria hésite, mais Ernest rappelle que Blade l'a déjà sauvée, alors Maria décide de lui faire confiance. Elle enlève un limiteur sur son bras, faisant voler le sol en éclats en tombant, et révèle qu'il réduit sa puissance de moitié. Elle retire ensuite les limiteurs de ses autres membres et montre son pendentif, expliquant qu'il bride sa force à 1/10. Mais avant qu'elle ne puisse le retirer, la chaîne casse, un vent puissant l'entoure et la transforme en démon. Une marque apparaît sur son front alors qu'elle se proclame reine des démons. Blade sait que ce n'est pas vrai, mais la marque sur son front est identique à celle du roi démon. Ernest use de toute sa puissance pour l'attaquer, mais il est soufflé par une simple bourrasque et s'écrase au sol. Léonard charge le démon avec sa lance, mais d'un simple geste de doigt, elle l'envoie valser. Sophie parvient à l'attraper et dépense toute son énergie pour jeter un sort d'immobilisation, mais ce n'est pas suffisant. Q déchaîne un souffle de feu puissant, mais le démon l'absorbe et le lui renvoie. L'explosion la pulvérise instantanément. Avec tous ses amis hors de combat, Blade frappe le démon sans effet et réalise qu'il se retient car il n'a même pas dégainé son épée. Elle le menace de mort s'il ne se bat pas sérieusement, puis le balaye d'un coup de vent. Blade dégaine enfin et tente de riposter, mais elle part ses attaques avec une facilité déconcertante. Elle se demande si c'est tout ce qu'il sait faire quand elle l'asperge de feu. Blade bloque avec son épée, mais celle-ci se brise. Ernest lui donne Asmodée. Il prétend finir le combat d'un seul geste. Le démon trouve qu'il se la joue et l'invite à venir se mesurer à elle. Une aura puissante l'entoure. Il lance une attaque dévastatrice. Le démon la repousse avec sa barrière, laquelle commence à craqueler. Elle réalise vite que ce n'est pas suffisant et se demande qui lui fait face. Blade assure qu'il n'est qu'un gars ordinaire, puis il réduit sa barrière en miettes et la terrasse. Sa technique provoque une explosion colossale qui balaie même le champ magique autour d'eux. Blade est soulagé que tout le monde ait survécu, puis s'effondre subitement. À l'infirmerie, la doctoresse, inquiète, lui dit qu'il a frôlé la mort.
Blade promet de faire plus attention et apprend que ses amis vont bien, même le démon s'en est sorti. Au fil du temps, on voit le démon se promener à l'académie. En croisant Blade, elle s'apprête à l'appeler le grand héros, mais il l'interrompt, confirmant ses soupçons et la sommant de se taire, lui demandant ce qu'il est advenu de Maria. Le démon explique que Maria est une autre personnalité, qu'on ne lui a jamais donné de nom. Les autres élèves l'appellent Mel. Le roi avoue avoir accueilli Maria à l'école en connaissant sa vraie nature. Il raconte que sa mère décédée était humaine et que le sort de son père est inconnu, mais tous le connaissent comme le roi démon. Le groupe de Blade observe Mel avec les élèves, se demandant s'il est prudent de la laisser ainsi, pensant qu'elle pourrait être dangereuse. Ernest dit que le roi a décidé de la laisser libre, et Mel révèle que ses pouvoirs sont contenus par un pendentif. Elle promet de respecter le règlement de l'école et de se comporter comme une élève normale. Mel s'éloigne avec les autres, tandis que le groupe discute de Maria, se demandant s'ils la reverront. Ce soir-là, Mao rend visite à Blade dans sa chambre et l'invite à sortir avec elle. Elle s'accroche à lui et il s'envole. Mao avoue avoir pris conscience d'elle-même il y a 5 ans et qu'elle se considère désormais comme une jeune dame. Sur le toit, elle confesse être restée à l'école à cause de lui, qu'elle s'est attachée à lui à cause de ses pouvoirs. Blade révèle qu'il ne peut maintenant utiliser que 15% de sa puissance et dit qu'il ne vaut pas la peine d'être tué tel quel, mais elle refuse de quitter l'école tant qu'elle ne l'aura pas tué plus tard. Mel pense qu'elle aime Blade sans trop savoir et elle confie qu'elle ne peut pas enlever son pendentif parce que la conscience de Maria l'en empêche. Elle raconte que Maria a été méprisée par les humains, forcée de se cacher avec sa mère qui croyait en son père, alors que Maria n'y croyait pas du tout. La mort de sa mère a semé le doute dans la tête de Maria. Elle ne sait rien de son père et se demande s'il n'est pas la cause de ses malheurs. La conscience de mal est née pour aider Maria à encaisser tout ça, donc elle pense que Maria ne reviendra pas. Quelques jours plus tard, l'amie de Maria, Elisa, dit avoir fouillé et affirme que le pendentif n'est pas un sceau mais un appareil d'enregistrement. Elisa suppose qu'il peut contenir un message des parents de Maria qui pourrait la ramener. Mao accepte qu'elle active le pendentif. Elisa lui dit de l'ouvrir et un hologramme du roi démon apparaît quand elle le fait. On entend le roi démon demander pardon à la mère de Maria de l'avoir abandonnée car il devait combattre quelqu'un et ne voulait pas l'impliquer. Il lui dit de prénommer leur fille Maria et d'avouer à Maria qu'il était déjà mort, tout en jurant qu'il les aimera même après sa mort. Meo éclate en sanglots en révélant que la conscience de Maria est sur le point de reprendre le contrôle. Tout le monde appelle Maria par son nom et sa conscience revient dans le corps, en pleurs. Plus tard, on voit Blade en duel contre Maria qui laisse Mal prendre le contrôle de son corps. En combattant, on apprend que Maria veut que Mal coexiste avec elle. Sa conscience reste dominante, mais elle tolère que Mal prenne la relève. Blade se promène en ville avec ses amis et il voit une charrette coincée sous le pont. Il réalise qu'elle est tirée par un centaure que Blade reconnaît comme Déoné. Elle est sur le point d'appeler Blade grand héros, mais il l'arrête, son identité de héros est un secret. Déoné explique qu'elle connaît Blade depuis longtemps et il lui demande ce qu'elle compte faire de la charrette. Q propose de s'en occuper et ils vont trouver le roi qui se révèle être le propriétaire du chariot. Le roi annonce à Dionne qu'elle va enseigner à l'académie, jugeant qu'elle est tout à fait qualifiée pour être leur instructrice et qu'elle a hâte d'enseigner le maniement de la lance. À l'académie, Dionne démontre son talent sur d'immenses blocs de fer divin réputés indestructibles. Elle fonce sur l'un d'eux avec sa lance, y ouvre un trou en le traversant et les élèves restent bouche bée devant sa technique. Dionne continue à fracasser les autres blocs pendant que Sophie remarque que la chaleur dégagée par ses attaques fait fondre le fer divin. Déona les détruit tous sans peine, annonçant qu'elle est enfin chaude et prête à commencer le cours. Déona se présente à tout le monde en révélant qu'on l'appelle la lance démoniaque et Ernest reconnaît ce surnom, lui demandant si elle est la commandante du corps de cavalerie. La classe est surprise qu'une guerrière si accomplie soit leur prof, mais Déona les remet à leur place en disant qu'elle n'est rien comparée au grand héros. Pendant leur bain, ses amis commencent à questionner Déona sur sa relation avec Blade, curieuse de savoir comment il était avant. Jessica commence à lui tapoter le dos, ce qui fait du bien à Déona et lui fait pousser des petits sons bizarres. Blade entend ces bruits, entre dans les dames, ce qui met Ernest mal à l'aise, mais Jessica la rassure en disant que mentalement Blade est comme un gamin de 5 ans. Dionne révèle que Blade avait 5 ans quand elle l'a rencontré
expliquant qu'il était alors aussi féroce qu'un animal sauvage et qu'il avait même essayé de la manger à l'époque où elle était beaucoup plus faible. Après cet épisode, elle s'est entraînée pour devenir plus forte et a finalement pu s'allier au grand héros. Dione confie que le grand héros montait sur son dos, mais qu'il ne l'a pas laissé participer au combat contre le roi démon, probablement parce qu'elle n'était pas assez forte à l'époque. Quelques jours plus tard, on voit Blade et Ernest se promener en ville lorsqu'un oiseau gigantesque, un simurgh, apparaît. Ernest se demande ce qu'il fiche là sans trop s'inquiéter car aucun registre n'indique que les simurghs attaquent les humains. Mais à cet instant, le simurgh plonge sur eux et détruit un chariot tout proche. Ernest envisage de combattre, mais le regard du simurgh la fige et Blade lui intime de garder son esprit combatif sous contrôle. Alors Ernest lève les mains, les oiseaux s'envolent quand elle se rend compte qu'il y a 2 semerks. Il se demande pourquoi, ou non comprend pourquoi le chariot a été attaqué, pensant que le roi est impliqué. Alors Ernest file voir le roi pour qu'il explique pendant que Blade le met au courant de la situation. Le roi révèle que le chariot apporté par Dione contenait un œuf de simerk. Ernest se fâche car ses actes ont rendu les parents furieux. Le roi explique qu'ils ont choisi un mauvais endroit pour le nid. Il fallait le placer beaucoup plus haut pour que l'œuf bénéficie du soleil couchant et puisse éclore. Il leur dit que l'œuf n'aurait pas éclos s'il était resté seul. Il a donc dû intervenir. L'éclosion est prévue pour demain et il leur ordonne de le protéger. Le lendemain, Blade prévient les élèves qu'ils doivent gagner du temps jusqu'au coucher du soleil. Les parents sont en panique et risquent de détruire l'œuf s'ils le trouvent. Il expose leur plan. Cacher l'œuf et le hisser tout en haut de la tour avec un ascenseur afin qu'il soit dans des conditions parfaites pour éclore. Les simurghs saccagent les chariots dans la capitale, mais les élèves ont évacué les civils et affrontent maintenant un simurgh. Ils réussissent à le retenir avec des câbles en fer divin, mais l'oiseau se libère, arrache des bâtiments entiers et s'envole avec. Malgré tout, Blade est content car cela a gagné du temps pour que l'œuf éclore. Pendant que Claire soigne les blessés, l'autre simurgh surgit. Q l'attaque avec une rafale de feu inutile, il lui passe devant. Maria laisse Ma reprendre le relais avec de la foudre, encore insuffisant. Alors Ernest puise toute son énergie pour utiliser la flamme d'Asmodée et infliger de lourds dégâts. À bout d'énergie, elle s'écrase contre un immeuble, mais par hasard trouve des puddings qu'elle mange pour reprendre des forces. Alors que le soleil menace de se coucher, il soulève l'œuf avec un ascenseur qui tombe en panne, le faisant s'arrêter juste au moment où un simmer s'approche. Blade commence à grimper la tour pour atteindre l'œuf, mais galère, il n'utilise que 15% de sa force. Dione l'aide en le portant sur son dos, elle lui rappelle qu'il n'est plus seul et il répond qu'il a maintenant plein d'amis, comptant Dione parmi eux. Ils atteignent l'œuf, mais Blade n'arrive pas à le soulever. Dione trouve une idée. Elle lui dit de le serrer fort pendant qu'elle le soulève et le pousse jusqu'au sommet de la tour. Le roi les accueille à la ligne d'arrivée quand un simurgh arrive. Le roi déclare que c'est son heure de briller, se présente comme Gilgamesh Soulmaker et dit qu'il va rembourser sa dette avec une nouvelle vie, son assistant expliquant qu'un simurgh lui a jadis sauvé la vie. Mais le simurgh a l'air en colère et repousse le roi d'un coup d'aile, le faisant ricocher contre l'œuf. L'œuf dévie et Blade lutte pour le rattraper. À ce moment, Sophie apparaît soudainement et fige le temps pendant 5 secondes, offrant à Blade le délai pour utiliser son talent dévoreur de dragons, qui invoque des dragons de vent pour combattre le simurgh. Sylphie et Blade sont épuisés quand l'œuf éclot, révélant des jumeaux simurgh. Les bébés regardent que Blade le reconnaissent comme parent, et Blade se demande ce qu'il est censé en faire. Plusieurs jours plus tard, Blade et Ernest essaient de voler sur les simurghs. Ernest panique à cause des trajectoires chaotiques et l'on voit les parents vivre en paix avec tout le monde. Q vole avec eux pendant que Blade confie combien il est heureux d'avoir gagné de nouveaux amis. Un jour sombre et maussade, on voit Blade traverser le hall de l'académie, l'épée ensanglantée. Les autres élèves l'affrontent, mais il les abat tous en un instant. Il arrive jusqu'à Sophie qui avoue s'être toujours demandé ce qui se passerait si elle donnait tout contre lui. Elle gèle le temps et enchaîne des attaques simultanées, mais quand le temps reprend, Blade n'est pas affecté. Il la saisit par la gorge, révélant s'être protégé en rendant son corps aussi dur que l'adamantium. Il enfonce son épée dans sa poitrine, elle s'écroule, mais Blade appelle soudain le roi pour dire qu'il veut sortir de l'illusion.
Le roi apparaît à l'écran, affirme que ce n'est pas une illusion et révèle que Blade est en réalité dans une réalité virtuelle créée par une branche magique appelée Science. Il explique que dans ce monde, on peut se battre à fond sans blesser personne, donc c'est l'endroit idéal pour s'entraîner. Blade trouve cela trop réaliste et craint que certains ne confondent monde virtuel et monde réel et n'attaquent des gens pour de vrai. Le roi règle les paramètres, transforme le monde en pays des bonbons et dit à Blade que c'est un combat à mort. Le vainqueur est libre d'utiliser la réalité virtuelle comme il l'entend. On voit Léonard chargé à la lance, mais Ernest le terrasse. On dirait qu'elle profite à fond du monde virtuel, laissant ses pulsions commandées. En se promenant, Blade voit Clé se battre contre Jessica et Cassim contre Claire. Jessica recule, les garçons leur disent d'abandonner, ils ne les ont jamais perdus au combat, mais les filles refusent. Jessica désarme Cassim tandis que Claire broie Clé avec sa masse. Ernest s'approche, visiblement après Blade. Elle fonce comme une folle, mais Blade tranche vite et disperse tout. Blade se réveille et le roi annonce qu'il est le dernier homme debout. Claire et Jessica remarquent qu'on n'a même pas vu son attaque. Ernest pleure en se rendant compte de son comportement détraqué. Le roi rit en la trouvant divertissante. Ernest n'est pas impressionné et Blade branche la machine. Le roi le voit peupler le monde des monstres les plus puissants, pense que ça serait dur même pour un grand héros, mais Blade branche finalement le roi. Terrifié, celui-ci affronte toutes sortes de créatures. Blade demande à l'assistant de le ranimer s'il meurt. Blade savoure son déjeuner pendant que Clé et Cassim broient de moi du noir. Ernest se demande ce qui se passe. Blade explique qu'ils ont perdu contre les filles parce qu'ils ont sans doute pris leur talent pour acquis et négligé l'entraînement. Après le repas, Blade voit un flyer pour une nouvelle source chaude et il tombe nous sur Dionne qui creuse dehors. Elle les invite, ils se détendent, tous ensemble, au bain. Blade remarque l'absence d'Ernest, Jessica pense qu'elle a quelque chose contre les bains mixtes, et Ernest surgit d'un rocher pour le confirmer. On voit Clé et Cassim toujours déprimés. Les filles essaient de dire que c'était juste de la chance, mais Ernest voit bien qu'elle frotte le sel sur la plaie. Claire s'excuse d'avoir gagné, ce qui détruit leur ego, et ils s'enfuient en larmes. La nuit, Blade vient les voir, mais il pense qu'il ne comprendra pas, n'ayant jamais perdu. Ils avouent qu'ils sont amoureux des deux filles et que c'est pour ça qu'ils se sentent si mal après la défaite. Q surgit en criant qu'il suffit qu'ils deviennent plus forts parce que les filles aiment les mecs costauds et elle dit que Blade peut les entraîner. Pendant ce temps, les filles font une soirée entre elles et Jessica se demande quoi faire avec Cassim et Clé. Claire propose de perdre exprès contre eux, mais les autres pensent que ça ne ferait qu'empirer les choses. Q réapparaît en disant que les hommes aiment les femmes fortes et qu'elles devraient en devenir encore plus puissantes, même si visiblement elles ne sont pas vraiment intéressées par eux. Cassim et Clé subissent l'entraînement de Blade, qui leur fait enchaîner des exercices complètement dingues. Le cours de réalité virtuelle suivant arrive et les gars pensent avouer leurs sentiments si jamais ils gagnent. Ils se préparent pour la revanche, Blade leur dit de commencer. Au début du combat, les filles fondent sur eux, mais on voit que les gars ont appris à manier leur énergie spirituelle et repoussent que les filles. Blade explique qu'il les a aidés à la reconnaître, mais apparemment les filles l'utilisent aussi après l'avoir apprise d'Ernest. Claire terrasse Cassim avec sa masse, Jessica gèle Clé puis l'achève avec un éclair. Après le combat, les gars les remercient de ne pas les avoir ménagés et jurent de devenir encore plus forts. Cassim s'interroge sur les yeux et les attaques électriques de Jessica, qui révèle les avoir apprises grâce à Sophie et Maria. Clé se plaint d'avoir été pris à plusieurs contre un, mais Ernest avance en disant qu'ils ont été entraînés par Blade. Elle demande alors pourquoi ils doivent être plus forts que la personne qu'ils aiment, trouvant ça absurde puisqu'elle sait qu'elle ne dépassera jamais Blade. Les filles découvrent un robot et se demandent ce qu'il fiche là quand il s'active soudain et affiche une image de Blade. On voit Blade méditer quand Q se jette sur lui, mais son aura la repousse. Q demande ce qu'il fait et Blade répond qu'il a accumulé sa puissance pour pouvoir utiliser plus de 15% à la fois. À ce moment, les filles arrivent avec le robot en disant qu'ils le cherchaient, mais il sort soudain son épée et la détruit sur le champ avec sa technique dévore-dragon. Son épée se brise pendant qu'il commente que sa méditation a fonctionné puisqu'il n'est pas épuisé après la technique. Ernest lui demande pourquoi il a détruit le robot et Blade répond qu'il fallait le détruire, le qualifiant de gardien.
Alors qu'il parle, le robot scanne le corps d'Ernest et lance une mise à jour système. Le lendemain, il est revenu, mais sous la forme d'une fille. Elle avoue avoir choisi cette apparence pour réveiller l'instinct protecteur de Blade. Blade lui demande qui elle est, mais elle se prépare à l'attaquer. Il frappe le premier et la projette contre le mur. Ernest le tabasse pour avoir frappé une fille, se demandant ce qu'il a dans la tête. Mais Blade rassure en disant de ne pas s'en faire. Après un moment, la fille se relève et Blade veut la détruire sur le champ, mais Ernest l'en empêche, affirmant qu'elle n'est pas dangereuse. Blade n'est pas convaincu, il sait combien les gardiens peuvent être dangereux. La fille avoue qu'on lui a donné l'ordre de le détruire et qu'elle l'observe pour collecter des données. Claire lui propose d'intégrer leur classe en l'appelant Iona parce qu'elle voit ce nom sur sa poitrine. Mais la fille révèle qu'on lit plutôt 10NA, que c'est son numéro d'identification. Claire insiste pour l'appeler Iona. Iona n'a pas l'intention de rejoindre la classe, mais Claire promet qu'ils l'aideront à élaborer un plan pour battre Blade, et Iona finit par accepter. Ils échangent sur la façon de vaincre Blade. Claire demande à Iona pourquoi elle le traque. On apprend que Blade a pénétré dans la zone qu'elle gardait, la bibliothèque royale où il a découvert Asmodée. Et Iona révèle que Blade l'a détruite plusieurs fois. Blade réplique qu'elle l'attaquait toujours la première. Il n'a donc eu d'autre choix que de riposter. Les filles condamnent son comportement et il s'éloigne en marchant. Sylphie le suit et Blade explique qu'il a seulement forcé l'entrée de la bibliothèque parce que c'était son devoir de grand héros. On découvre que les gardiens conservent leur âme ailleurs, ils ne meurent pas si leur corps est détruit. Elisa pense qu'Iona ne peut pas gagner car Blade sait qu'elle ne mourra pas s'il l'attaque. Alors elle élabore un plan. Elle propose d'installer l'âme d'Iona dans un corps humain. Ainsi, Blade hésiterait à l'attaquer. Elle ne serait plus invulnérable. Dans l'arène, Blade et Ayana s'apprêtent à se battre, mais elle lui dit qu'elle n'est plus connectée à son ordinateur mère, donc si elle est détruite, elle mourra. Elle l'attaque alors sans pitié, le projette au loin et lui demande ce qui ne va pas. Blade est prêt à utiliser son talent Dévore-Dragon, mais il hésite, il sait que ça la tuerait. Alors il l'emploie à main nue, sans effet sur elle, elle le tabasse, le met à terre et son coup brise tout autour d'eux. Blade admet sa défaite et tout le monde fête la victoire d'Iona. Plus tard, elle explique qu'elle a tenté de se reconnecter à l'ordinateur mère, mais celui-ci la rejette comme une unité défectueuse et sans superviseur, elle ne se sent pas en sécurité. Elle veut que Blade devienne son maître en disant que le compteur continuera de tourner s'il refuse. Ayana avoue qu'elle va s'autodétruire. Tout le monde panique en apprenant qu'elle explosera dans quelques jours, alors Blade accepte d'être son maître. Ayana devient la servante de Blade et promet d'obéir à ses ordres. Sophie s'emporte, Iona lui vole ses traits de caractère et très vite elles se font concurrence pour attirer l'attention de Blade. Elles organisent un concours pour voir qui servira le mieux Blade et ce soir-là, elles le regardent dormir. Ayana confie qu'elle a toujours été seule et que Blade était la seule personne à lui rendre visite. Sophie aussi était seule au laboratoire. Elle dit que grâce à Blade, elle est restée reliée au monde. Elle réalise qu'elles ne sont pas si différentes et finissent par s'entendre, ce qui rend Blade heureux. Le lendemain, Blade demande à Iona de lui montrer le compteur. On apprend qu'elle s'autodétruira dans quelques heures. Elle révèle que servir Blade n'a fait que ralentir le compteur. Elisa suppose que c'est parce que Blade est humain. Ayana leur dit qu'elle veut passer ses derniers instants avec eux. Ils lui organisent donc une fête. Sophie lui dit de profiter de l'instant que tout le monde veut réaliser son vœu, la traitant d'amie. Ils passent un bon moment ensemble et après la fête, Ernest se met à chercher Blade qui a disparu. Le temps d'Ayana s'épuise. Elle s'éloigne des autres et les protège avec une barrière. Iona les remercie de lui avoir permis de savourer ses derniers moments, disant qu'elle comprend enfin les humains. Elle avoue sa peur de mourir et demande à Ernest de ne pas l'oublier. Elle leur fait ses adieux, mais à leur grande surprise, Iona ne s'auto-détruit pas, alors ils se demandent ce qui se passe. À ce moment-là, Blade sort du sol et Ernest lui demande pourquoi il n'est pas venu à la fête. Blade avoue qu'il est allé supplier l'ordinateur central de laisser Iona vivre. Ces démarches ont rétabli la connexion avec la machine mère, donc elle ne s'auto-détruira plus. Tout le monde célèbre. L'Académie organise un battle royal où chaque élève use de ses pouvoirs pour gagner, mais Blade écrase tout le monde. Léonard reste debout et la foule l'encourage à terrasser Blade.
Il veut gagner pour Ernest, mais elle le croit perdu d'avance tant il paraît faible. Léonard fonce sur Blade qui le terrasse facilement, les autres s'éloignent en le traitant de nullité. Ce soir-là, Léonard pense à la puissance de Blade et sait qu'il n'a aucune chance, mais il se dit qu'Ernest ne l'aimera jamais s'il ne le bat pas. Le lendemain, il croise Maria qui sait ce qu'il veut et lui dit qu'elle le soutient. Léonard la remercie en jurant de gagner coûte que coûte pour se faire remarquer d'Ernest. À cet instant, Elisa arrive. Persuadée qu'ils ne peuvent pas battre Blade, elle propose d'élaborer un plan pour eux. Léonard réunit les amis de Blade et demande des idées. Jessica suggère de l'attaquer pendant son sommeil. Ernest trouve ça lâche, mais Elisa rappelle que Blade est surpuissant, donc pas de combat juste. Elisa explique qu'il faut battre Blade par tous les moyens, mais Ernest veut l'affronter frontalement avec n'importe quelle arme qui lui donnerait l'avantage. La réunion se termine et Ernest combat Blade avec la lance de Léonard. Elle est vaincue et la lance se brise. Jessica dit qu'il est temps d'essayer sa méthode. Elle s'introduit dans la chambre de Blade pendant son sommeil, mais Yona la surprend et la projette hors de la pièce. Jessica s'étonne et ils sont censés être alliés, et Yana lui répond que c'était une fonction automatique. Les autres tentent donc de l'affronter, mais aucun n'a la moindre chance, Blade est trop fort. Ernest essaie même de gagner à pierre-feuille-ciseaux, perd encore et finit par se casser le poignet. Ils tiennent une autre réunion où Ernest explique qu'elle veut battre Blade et le forcer à avouer sa défaite. Ils se souviennent qu'Iona l'a vaincu en prenant sa propre vie en otage, donc ils pensent utiliser des otages pour y arriver. Léonard semble opposé à ce plan, mais Ernest lui assure qu'ils peuvent d'art gagner et tout le monde décide de suivre. En classe, Blade demande à Ernest des nouvelles de Léonard et des autres. Elle fait la naïve et Jessica répond que ce n'est qu'une course. Claire dit de ne pas s'en faire quand 3 hommes masqués entrent et annoncent que la salle est sous leur contrôle. Ernest les traite de terroristes, mais Blade n'en a rien à faire. Les preneurs d'otages saisissent la doctoresse et ordonnent aux élèves de sortir. Blade s'apprête à partir, mais Ernest le retient en disant que le médecin est pris en otage. La doctoresse paraît ravie à l'idée que Blade vienne la sauver et les filles se portent volontaires pour être prises à sa place, espérant qu'il les sauve. Elles se disputent question pour savoir qui sera choisi, tandis que la doctoresse s'éloigne pour les laisser faire. Ernest est sélectionné comme otage, mais Blade ignore ce qu'est un otage. Il demande à Q d'expliquer. Q lui répond qu'un otage, c'est de la bouffe, ce qui le laisse complètement perplexe. Son calme irrite Ernest qui le supplie de la sauver pendant que les filles disent être toutes liées, qu'il faut les libérer. Blade essaie encore de comprendre, persuadé que les terroristes vont les garder pour les manger. Les ravisseurs ordonnent à Blade de se rendre, mais il sait qu'ils sont ses amis à leur façon de faire. Ils retirent leur masque et s'inclinent devant lui, tandis que Blade leur demande ce qu'ils comptent faire des filles. Cassim annonce qu'elles vont servir de nourriture, que les filles lui appartiennent désormais, mais Claire le frappe. Léonard demande à Blade de capituler, sachant qu'il craque face aux otages, mais Blade affirme que leur plan ne fonctionnera pas. Il prend Ernest en otage, tandis que Clay demande à Blade s'il va abandonner, mais Blade balance son sabre tranquillement. Les garçons sont désarmés et déshabillés. Tout le monde fonce sur lui avec tout ce qu'ils ont, mais il les terrasse en se demandant ce qu'ils fabriquent. Maria avoue que les garçons faisaient semblant d'être des terroristes. Alors Blade croit qu'ils jouaient à la comédie, leur demandant s'ils reviendront demain, mais apparemment ils en ont assez. Dans la cafétéria, Blade voit un groupe d'élèves fêter un anniversaire et on découvre qu'il ne sait même pas ce qu'est un anniversaire. Dion précise qu'ils ne connaissent donc pas son âge exact, juste qu'ils l'ont trouvé il y a 16 ans quand il avait environ 1 an. Maria demande la date à laquelle il a été trouvé. Deonna lui répond que ça arrive dans environ 1 mois. On apprend que Blade tenait une épée quand ils l'ont trouvé, d'où son nom. Ernest réfléchit à un cadeau d'anniversaire pour Blade, et à ce moment, le roi les rejoint soudainement en disant qu'un curry de porc ferait un bon présent. Jessica lui répond que Blade peut en trouver à la cantine, mais Gilgamesh propose de préparer un tonkotsu spécial. Les élèves se rassemblent dans une salle souterraine où Gilgamesh révèle qu'ils vont s'entraîner en mangeant de la bonne nourriture, leur montrant une jungle. Tout le monde se demande comment un tel endroit peut tenir sous le château, pensant à de la magie. La porte derrière eux se referme tandis que Gilgamesh explique qu'elle ne s'ouvrira pas avant la fin de leur quête.
Son assistant ordonne aux élèves de survivre jusqu'à avoir consommé 11 milliards de calories et DNA signale qu'il y a plein d'ingrédients autour d'eux mais que les créatures sont violentes. Les élèves montent le camp pendant que Jessica attire un monstre sur une zone dégagée, mais la créature remarque Claire et se lance à sa poursuite. Maria laisse Ma prendre le relais, elle lance un sort, terrasse le monstre et ils réussissent à le capturer. Ils ramènent les restes du monstre au camp et commencent à le cuisiner. On voit tout le monde à l'œuvre assurant la protection du camp. Blade prend son bain quand Ernest débarque soudain. Elle remarque la cicatrice sur sa poitrine et se demande comment il était enfant. Blade avoue qu'il se battait toujours pour survivre, qu'il savait qu'il ne tiendrait pas s'il ne devenait pas plus fort. Ernest touche sa poitrine et se penche pour être plus proche, mais Claire fonce soudain vers elle en lui ordonnant de ne pas aller plus loin et Ernest, gêné, découvre qu'on l'observait. Le camp finit par devenir un village à mesure que les élèves approchent de leur but, mais Gilgamesh trouve la tâche trop facile et propose un nouveau défi. Il ordonne aux étudiants de rassembler les ingrédients qu'il a listés. Ils entrent dans une grotte et tombent sur un monstre chou. Ernest s'apprête à le brûler, mais Sophie l'arrête en disant qu'il leur faut le chou cru. Ils l'encerclent et parviennent à le capturer. Ils vont dans un champ de maïs pour trouver l'ingrédient suivant et rencontrent un maïs boxeur. Blade va se battre, mais Sophie lui dit que ce ne sera pas bon s'il n'utilise pas ses poings. Blade affronte le monstre au combat de boxe, gagne et le groupe le capture. Il voit une carotte par terre, Blade veut la tirer mais Ernest l'en empêche quand la carotte pousse un cri perçant. Ernest révèle que ce cri est une malédiction mortelle, mais Ayana s'avance. Les malédictions ne l'affectent pas, elle est juste un robot. Elle arrache les carottes et les autres se bouchent les oreilles quand le son détruit tout ce qui vit autour. Ayana réussit la mission et Gilgamesh les félicite, indiquant qu'il est temps de rassembler l'ingrédient final. Il se dirige vers l'arbre géant pour chasser la créature appelée Roi des Bêtes. Le sol tremble à l'entrée du Roi des Bêtes. Les élèves sont prêts, mais Blade aperçoit quelque chose derrière lui. Une immense créature terrasse le monstre en poussant un rugissement puissant. Gilgamesh la reconnaît comme un behémoth meilleur au goût que le Roi des Bêtes. Les élèves attaquent de toute leur force, mais le behémoth les balaie en un instant. Sophie et Yona pilonnent la créature et toutes les filles les suivent, provoquant une énorme explosion sans effet sur le behémoth. La créature tire un rayon d'énergie, mais Léonard protège tout le monde avec une barrière. Ernest prête Asmodée à Blade en disant qu'il n'existe qu'une technique pour le terrasser, mais Ma sait qu'il n'y arrivera pas. Il ne peut utiliser que 15% de ses pouvoirs. Blade lui répond qu'il a besoin de 30% et demande à emprunter une part de son énergie en lui tenant la main. Mais Mel propose une méthode plus rapide. Elle l'embrasse et lui transfère l'énergie. Sophie immobilise le colosse pendant qu'Ayana tire avec son canon, mais ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Alors les élèves le distraient pendant que Blade et Mal soulèvent Asmodeus en criant à tout le monde de reculer. Un tourbillon les engloutit tandis qu'Asmodeus se transforme en une gigantesque épée, la lame démoniaque sacrée. Il la plante dans le behémoth qui se coupe en deux et Mal se souvient que c'est la même technique que Blade a utilisée pour la vaincre. Mais Blade est épuisé, il remercie Mal de l'avoir aidé à exécuter la technique avant de s'évanouir. De retour à l'académie, le médecin lui annonce qu'il peut désormais utiliser 18% de ses pouvoirs. Son corps se rétablit lentement. Blade va à la cafétéria où les élèves lui font une surprise et lui souhaitent un joyeux anniversaire. Ernest explique que c'est le jour où il a été recueilli, donc il le considère comme son anniversaire. Q lui annonce qu'il a maintenant 18 ans et Ernest lui montre leur cadeau, un tonkatsu curry spécial fait avec des ingrédients qu'ils ont rassemblés. Il n'en revient pas, goûte et fond en larmes, les remerciant d'être ses amis. On voit Clé apprendre la technique de Blade, former un vortex de vent qui frappe la cible et il est heureux d'avoir réussi. Sophie les rejoint et il lui donne une explication vague de sa méthode. Elle parvient elle aussi à maîtriser la technique, s'entourant d'un puissant tourbillon pendant que les garçons se demandent ce qui se passe. Blade leur dit que c'est l'aspect normal de la compétence et Sophie lance le vent qui pulvérise complètement la cible. Soudain, elle tente d'attaquer Blade, mais la vraie Sophie apparaît et bloque l'assaut. Tout le monde se rassemble, surpris de voir deux Sophies, et l'impostrice bat immédiatement en retraite. Elle retourne dans un immeuble abandonné où l'on apprend qu'elle s'appelle Wonnie.
On la voit travailler avec les autres clones du programme de héros artificiels. Elle rapporte que la mission de reconnaissance a réussi et partage les données pour que tous apprennent la technique de Blade. Ils s'entraînent et détruisent le bâtiment, mais révèlent que ce n'est pas leur vrai objectif. Leur mission réelle est d'assassiner Blade. Jessica teste l'invention d'Elisa en projetant du feu sur la cible. Tout le monde est impressionné, mais Blade trouve ça sans grand intérêt, ce qui blesse Elisa qui lui rappelle qu'elles ne sont pas aussi fortes que lui. À ce moment-là, un des clowns apparaît et Blade lui demande ce qu'elle veut apprendre. Elle répond qu'elle veut apprendre à le tuer et se jette sur lui, l'attaquant avec férocité, échangeant coup sur coup, mais elle est repoussée en maugréant qu'il ne sait pas bien enseigner puisqu'il est encore vivant. Blade lui dit qu'il ne veut pas mourir, mais elle commence à le draguer. Selphis surgit soudain, menaçant la fille, qui choisit de battre en retraite. On découvre que c'est la 4e attaque contre Blade, et au réfectoire, il se demande pourquoi elle s'acharne. Ernest pense qu'on tente de l'assassiner, mais il s'en moque, et Sophie promet de le protéger. Dans leur repère, les filles se regroupent devant leur chef, qui exige qu'elle prouve qu'elle surpasse le grand héros, raison même de leur création. Sophie surveille Blade pendant qu'il dort et apprend qu'Iona veille sur lui. Iona rassure Sophie en lui annonçant qu'elle restera à ses côtés. Sophie sort alors et tombe sur Oni. Elle dit à Oni que les filles devraient abandonner, qu'elles ne peuvent pas tuer Blade, mais Oni rétorque qu'elles ont des ordres et que surpasser le grand héros est le seul but de leur vie. Sophie comprend qu'elles ont été modifiées après l'abandon du projet Héros, supposant que ça a affecté leur corps. Oni confirme, leur espérance de vie a été raccourcie. Sophie tente de la convaincre d'abandonner la mission, mais Oni insiste que l'ordre est absolu et se jette sur elle. Sophie bloque l'attaque, la repousse et la met à terre. Sophie s'apprête à lui achever, hésite et laisse On s'éloigner tandis qu'elle lui dit qu'elles l'attendront. On voit Blade et ses amis en VR. Il commente que Sophie paraît minuscule, mais la fille lui dit qu'elle s'appelle Senku. Il réalisera alors que les filles ont des noms, et Elisa sait que Senku est un mot ancien perdu signifiant le chiffre 5. Elle attaque Blade, le renverse et continue de le marteler au sol. Il finit par mourir, mais se réveille dans le monde réel, et Elisa révèle que Senku est heureuse de l'avoir vaincu, pensant que cela suffirait à la convaincre que Blade est désormais mort. Cependant, Senku se rend compte qu'on l'a dupé, alors il les traque et une autre fille veut aussi l'éliminer. Il les attire dans un autre bâtiment où Ernest a rassemblé des mages qui tirent garde sur les filles, mais l'une d'elles fonce encore et Ernest la projette loin. Pourtant, Senku réagit tout de suite et surprend Ernest, alors Blade utilise la magie pour la repousser. Ernest est étonné de pouvoir manier la magie, mais les filles se relèvent et unissent leur pouvoir pour créer un trou noir qui détruit tout autour. Blade pense que ça ne durera que 10 secondes, mais même épuisées les filles, le trou noir persiste. Iona explique qu'il ne va pas s'éteindre tout seul et commence à aspirer des élèves jusqu'à ce que Blade les sauve. Sophie saute dans le trou, absorbe son énergie avec ses pouvoirs, le fait faiblir et parvient à le dissiper. Elle est vidée, s'effondre et Blade la rattrape en lui disant qu'elle a bien travaillé. Ce soir-là, Sophie reprend connaissance et demande s'il y a eu des victimes. Blade répond que seules quelques personnes ont été blessées, mais Claire les a déjà soignées, il n'y a donc pas d'inquiétude. Il interroge Sophie au sujet des filles et elle avoue qu'elle faisait aussi partie du projet Héros, mais ont subi des modifications supplémentaires. Elle rappelle qu'Elatal a été sauvée par Gilgamesh et que les filles n'avaient personne pour les aider, donc leur destin a été différent. Blade propose de se lier d'amitié avec elle et suggère qu'elles s'inscrivent toutes à l'académie, mais Sophie sait que c'est impossible. Leur unique but est de le neutraliser. Elles ont subi des altérations neuronales et n'ont pas le choix. On voit Blade et ses amis confronter le roi tandis qu'on apprend que Sophie s'est retirée de l'académie. Ernest se demande pourquoi Gilgamesh ne l'a pas arrêtée, mais Gilgamesh répond que ce n'est pas à lui de décider. Blade suppose qu'elle cherche ses sœurs et Ernest insiste pour la ramener. Jessica propose de commencer par chercher les repères des filles, mais Gilgamesh leur demande de réfléchir à pourquoi Sophie est partie seule. Il précise que la seule manière d'arrêter les sœurs serait de les tuer, donc Sophie ne doit pas vouloir qu'ils se salissent comme les mains.
Ernest pense qu'il doit y avoir une autre solution et le roi leur ordonne de bien réfléchir avant d'agir. Blade décide quand même d'y aller, Q et Iona veulent aider Sophie, Mal les accompagne aussi et en partant, il voit que les autres amis sont déjà prêts et les appelle même en retard. On retrouve Sophie dans une planque vide et Ernest la rattrape. Sophie veut y aller seule, mais Ernest insiste pour aider. Sophie explique à ses amis le projet Grand Héros. Elle et ses sœurs ont été créées pour surpasser le Grand Héros. Le programme était censé être arrêté, mais quelqu'un a volé les recherches et les échantillons, libérant ses sœurs. Ernest ne comprend pas pourquoi elle vise de Blade plutôt que le Grand Héros. Sophie suppose qu'on utilise Blade pour tester leur puissance et lui fait semblant. Sophie se sent coupable d'avoir une vie normale et veut les protéger même au prix de sa vie. Ernest la gifle soudainement en lui disant qu'elle peut compter sur ses amis. Sophie craint que ce soit difficile de les sauver. Elles obéissent aux ordres et leur corps modifié ne leur laisse plus beaucoup de temps. Mais Blade lui demande de croire en lui et sollicite l'aide de tous. Pendant ce temps, on voit les sœurs dans une autre cachette rappelant leur mission de tuer Blade. Elles trouvent une lettre, une invitation à le défier et Blade attend leur venue dans l'arène de l'académie. Ernest se demande si elles mordront à l'hameçon, mais Sophie est sûre qu'elle l'aurait fait à sa place. Les sœurs arrivent finalement et déclarent à Blade qu'elles vont le tuer. On entend Elisa lui rappeler leur plan. Il doit combattre seul car les sœurs fuiraient si quelqu'un d'autre intervenait. Elle se rue sur lui et Elisa l'ordonne d'épuiser leur énergie pour retrouver celui qui donne les ordres et reprogrammer les filles. Blade peine contre elle et perd même son épée. Ernest s'inquiète mais Sophie lui demande d'avoir foi. Blade parvient à les arrêter avec une barrière et les repousse. Ernest se sent mal de ne rien pouvoir faire mais Jessica lui rappelle qu'il existe un moyen de les aider. Blade récupère son épée, mais l'une des sœurs déclenche son pouvoir héroïque, tout se retourne et Blade se fait secouer. Sa technique cesse, Blade tombe au sol, mais la fille est aussi à bout d'énergie. La sœur suivante active son pouvoir et crée d'innombrables clones d'elle-même. Mais Jessica lance soudainement Blade of Vile qu'il charge dans son épée pour utiliser son pouvoir et il disperse les copies. La fille s'épuise aussi et la sœur suivante se rue sur Blade, mais Léonard lui prête son pouvoir, lui permettant de créer une barrière et de bloquer l'attaque. Cependant, l'épée de Blade est détruite et Senku fonce sur lui. Blade parvient à esquiver et appelle Ernest pour qu'elle lui donne son pouvoir. Elle se demande comment il fera sans épée, mais jette sa fiole quand même. Senku les interrompt et la fiole tombe à terre. Sophie fige rapidement le temps avec son pouvoir, récupère la fiole et sauve Blade. Senku se prépare à attaquer avec son pouvoir héroïque, mais Blade emprunte la force de Sophie et contre-attaque, épuisant Senku. Il ne reste que Onei qui se prépare à l'achever, mais Blade, toujours porteur du pouvoir d'Ernest, parvient à égaler son assaut. Le feu se répand partout, les élèves paniquent. Quand la poussière retombe, Onei est encore debout et le soleil commence à se coucher. Blade se demande ce qu'elle attend. Elle répond que son temps est écoulé, son corps se décompose. Blade s'étonne et One révèle qu'elle n'avait que 14 jours à vivre et qu'aujourd'hui était leur dernier jour. Blade supplie Elisa de l'aider mais elle avoue qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps. Blade songe à retrouver leur créateur pour les sauver. Elisa révèle qu'ils l'ont déjà trouvé mais qu'il semble mort depuis longtemps. Personne ne donnait vraiment d'ordres aux sœurs. Sophie demande à Blade de rassembler toutes ses sœurs et dit à Onei qu'il reste une chance de survie. Onei pense que la vie n'a plus de sens après leur échec, mais Blade rétorque que si elles vivent, elles peuvent s'endurcir et tenter de le surpasser. Les filles aiment l'idée. Sophie demande à Onei d'utiliser son pouvoir héroïque et, aidée par Blade, toutes leurs âmes et consciences peuvent être transférées en Sophie. Le lendemain, on voit Blade à l'infirmerie et Sophie vient lui rendre visite. On apprend que toutes les sœurs partagent désormais son corps et Onei lui dit de se rétablir pour qu'elle puisse retenter de le tuer. Sophie prend le contrôle et Blade lui demande comment elle tient le coup. Elle compare ça à avoir 5 enfants dans le ventre, mais elle est soulagée d'avoir pu les sauver. La semaine suivante, on voit Gilgamesh diriger un autre entraînement pendant qu'un monstre géant affronte les élèves. Beaucoup sont balayés, Q prend sa forme de dragon pour intervenir,
Mais même elle n'y arrive pas. L'assistant de Gilgamesh signale une erreur à la livraison. C'est le monstre brut, beaucoup plus fort que prévu. On voit Ernest attaquer avec ses flammes, sans effet. Sophie puise dans la force de toutes ses sœurs, combinant leurs talents, mais ça n'agit presque pas. Al et Yona déchaînent tout ce qu'ils ont, sans ébranler la bête. La situation semble désespérée, mais Gilgamesh rigole. Pas de panique, on a le grand héros, et le monstre est soudain foudroyé d'un seul coup. Blade arrive avec son déjeuner et se demande ce qu'il fabrique dans tous. Et c'est là que la vidéo se termine. Pensez à liker et vous abonner. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.